L'Afrique, c'est chic. L'Afrique, c'est plein de talent. L'Afrique, il y a tout à faire. Il y a encore tout à faire. Et je pense qu'on doit saisir cela comme une opportunité, comme une vraie aubaine. Traversée du désert pendant 20 ans, l'équipe nationale Walou. Non, mais c'était pas Walou, Nalu, je suis pas d'accord, c'était pas Walou. Hein. On s'est qualifié à aucune Coupe du Monde. Je consiste et je persiste vraiment à croire que le Maroc a produit l'un des meilleurs footballs de la compétition. Après un match de foot, Nabil, c'est 90 minutes. Le Maroc est un grand favori du point de vue de l'opinion footballistique mondiale. Bien sûr, finale de la Coupe du Monde, tout ça. Mais on se retrouve à contre-performer dans le tournoi africain. Parce qu'effectivement, ce débat faisait rage, même ici, hein, la presse s'en emparait, Agri aurait dû, tu sais, aurait dû. Les coachs, il y en a 1 milliard. Ziyech n'a pas eu ce ballon d'or. T'es sûr que c'est pas le Marocain qui parle là? Pourquoi j'ai dit Ziyech? Hakimi. Ouais. Je voulais parler de Ziyech tout à l'heure. Ouais. On en parle si tu veux. L'Afrique, c'est chic. Et l'Afrique, il y a du fric. Bien sûr, merci, bien sûr. Ouais. L'Afrique, tout est dans le nom, hein, Afrique. Ouais, c'est génial. C'est une machine Afrique. La machine africaine, elle est bien. Mais je pense qu'il faut qu'on s'en saisisse. C'est une machine Afrique, mais il faut que les Africains puissent vraiment en jouir. Smithy Nabil, made in Morocco, nota bene. Génial. J'étais surpris que tu ne boives pas de café pour quelqu'un qui travaille dans le monde de la nuit. Non, je ne bois pas de café. Génial. Let's rock and roll. D'ailleurs, regarde, on a une nouvelle manière de garder le temps pendant l'interview. Ça, c'est 15 minutes. D'accord. Ça, c'est 30 minutes. Et ça, c'est 1 heure. Exact. Mais ça, c'est que pour moi. Toi, tu me laisses pour parler. Ça marche. Génial, génial. Et j'ai aussi Leuze. Tu aimes bien Leuze? C'est quoi Leuze? Leuze, c'est des amandes. On va mettre des amandes ici et de la noix de cajou. Non. Allez. Tout ce qui est arachide, amandes, les petits, ça me cale dans la gorge. Donc très souvent, ça me... C'est vrai. Ça me fatigue un peu par rapport à la voix. Donc je suis pas très, on dit que ça rend plus intelligent. Ah, bah tant mieux. Impeccable. Let's rock and roll, my bro. Assalamu alaikum wa marhaban bikoum fi épisode jadid dial Nota Bene ou Bink. Aujourd'hui, nous sommes avec un Marrakchi de cœur, marocain de cœur. Ça fait 15 ans qu'il est installé ici au Maroc. Il nous vient de Côte d'Ivoire. Ce monsieur, c'est un visage que vous reconnaîtrez sûrement du monde de la night et de la musique au Maroc. Mais il n'est pas ici en tant qu'artiste chanteur, il est ici en tant qu'expert chroniqueur footballistique et particulièrement spécialiste du foot africain. Et vous me connaissez avec mes antécédents footballistiques, les Coupes du Monde, cette dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Le Maroc, il accueille la Coupe d'Afrique des Nations cette année. Ladies and gentlemen, I am so excited d'accueillir the one, the only, Eric Oula. Ça, c'est une présentation à l'américaine, ça, c'est réussi. Hein. Grave, hey, venant d'un homme de scène, ça me touche. Non, mais c'est cool, je pense que tu es déjà, on va dire, dans le mood, c'est bien. Grave. C'est bien. Bah, c'est un plaisir d'être avec tes abonnés. Ah, c'est génial. Ouais. Mais moi, c'est un plaisir d'être avec toi parce que ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Quand même. Je suis déjà monté sur scène avec toi pendant tes performances. Plusieurs fois aussi avec les California Love, là. Mais justement, ça nous manque, il faut que tu reviennes, là. J'aimerais bien. Tu reviennes pour faire le bœuf, c'était bien. C'est génial. Mais en tout cas, tu es une personne très appréciée et reconnue du monde, surtout de la night au Maroc, et particulièrement à Marrakech. Merci. Tu fais partie de la formation du The Cash Experience. C'est ça. Auprès de grands artistes que je respecte énormément, que ce soit Sam Chambre, Philippe Turlot, Mustapha Bouchou. Mustapha Bouchou, une légende arabe de la basse. Bien sûr. Et toi aussi avec eux au chant. Et là, c'est une troupe très élastique, on va dire. Vous accueillez beaucoup de guests. Oui, on va dire que c'est une mosaïque de couleurs, c'est très éclectique, beaucoup d'origines. Canada, France, Maroc, Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, je pense que c'est ce melting pot musical, artistique qui fait que voilà, le Cash Experience perdure dans la durée aussi. C'est génial. Et toi, dis-moi alors, Eric, c'est ta première fois, tu es arrivé comment au Maroc? On va dire que c'est un grand concours de circonstances parce que moi, à la base, je suis en Côte d'Ivoire, on va dire on est dans les environs de 2009-2010. Je finis le BTS, en communication d'entreprise.
on bourlingue un peu, on bosse un peu en entreprise, on attend que le contrat se reconduise. Bah, ça se fait pas si vite. Et puis bon, voilà, j'ai un pote avec qui je tournais déjà dans la nuit en Côte d'Ivoire, parallèlement aux études, bien sûr, qui m'appelle, qui me dit, voilà, tiens, je suis au Maroc, je suis en train de monter un band à Marrakech, est-ce que ça te dit? D'abord, il me pose la question, est-ce que tu fais toujours de la musique? Je dis, bah si, bien sûr. Wow. C'est une passion que je ne lâche pas. Est-ce que ça te dit de venir au Maroc pour qu'on essaie de monter un band et puis voilà, essayer de reprendre un peu la passion qu'on avait, la grande passion qu'on avait déjà à l'époque? Il dit, bah pourquoi pas? Je viens, je tente l'expérience pour un mois, et je suis là, ça fait 15 ans. Voilà. Waouh! Et du coup, tu as fondé ta famille au Maroc? Bien sûr, je suis arrivé ici, j'étais un jeune célibataire, on va dire. Mais bon, voilà, je fais pratiquement tout ici. Hein. Depuis une quinzaine d'années, je m'installe. Déjà, j'essaie de travailler, on va dire, à gauche et à droite, que ce soit Fès, Agadir, Essaouira, Marrakech. Après, je prends vraiment mon ancrage à Marrakech. C'est là vraiment que je me base. On va dire, on est aux environs peut-être des années 2012, 13, 14. Je me base vraiment à Marrakech. Après, il y a ma fiancée qui me rejoint de Côte d'Ivoire. Ouais. Ensemble, on fonde une famille, on se marie ici. Nos enfants naissent ici. Et donc, voilà, depuis lors, je suis, on va dire, en Marrakchi d'adoption. Wow, tabarakallah. Mais par contre, j'ai vraiment un niveau de langue très, très médiocre quand j'arrive. Là, vraiment, je suis vraiment une tête de mule là-dessus. J'arrive vraiment pas à assimiler la phonétique, que je trouve déjà extraordinaire, mais vraiment, vraiment difficile à prononcer pour moi. Voilà. C'est difficile, ouais, Lakin, tu sais quoi? Tu parles beaucoup ivoirien, tu parles à la maison. C'est ça aussi, je pense que la cellule familiale, on va dire, parce que moi, on dirait que je suis un peu vieux jeu. Donc voilà, donc j'ai gardé un peu, on va dire, dans ma cellule familiale, que ce soit les us, les coutumes, les habitudes. Ouais. Tu vois. Les us et les coutumes. Les huma tokos. شنو هما الطقوس؟ هما les cadeaux. الكادوات. Sponsor ديال l'épisode اليوم هما ديكو آرتس. ديكو آرتس عندهم أكثر من 600 موديل ديال الطابلوات. تشوف داكشي مريقل زوين طون جوار بريفيري ديال الكره ولا كاع داكشي بيرسوناليزي تصويرتك انت ولا التصويره تاع هذيك فلانه ولا داك فرتلان اكي تو فو فيغ ان كادو تو بو فيغ تا دوك الموتيفيشنال كوتس دوك الجملات الواعرين اللي تقدر هكا تعلق في طابلو. المهم خلاصه تلقاو دي بري سوبر ابوردابل اوفري ليك انت اوفري لشي واحد وصيفطوا ليك decoarts.ma يوتيوب. Les trucs vraiment du bled du pays qu'on va dire, voilà, de la Côte d'Ivoire. Donc je suis très attaché justement à ces fondements-là. Donc du coup, on parle, on va dire l'ivoirien, l'argot ivoirien, on va dire le nouchi. Mais après, on est aussi beaucoup attaché à nos racines. Par exemple, j'essaie vraiment de parler ma langue et de l'apprendre à mes enfants. Parce que je suis aussi nourri de cette, on va dire, cette double culture-là, de fait d'être né au Maroc. Déjà, ça fait qu'elles s'imprègnent déjà de la culture locale. Mais après, j'essaie aussi vraiment de leur imprégner la culture ivoirienne. Donc, pour répondre vraiment à ta question de façon frontale, à la maison, oui. On parle vraiment, on est en Côte d'Ivoire, on va dire. On est entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, mais on est vraiment en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est bien. Mais tu sais, parce que maman, c'est la seule de tout mon côté maternel qui vit au Maroc. Grand-père, paix à son âme, naturalisé français. Mes oncles et tantes, mes cousins et les enfants de mes cousins. Donc, 4e génération, tous français. Mais il y a cette notion de communautarisme. Tu sais, les Arabes d'Europe vivent en communauté. Comme tous les Africains partout. Hein. Mais par contre, quand ils viennent ici au Maroc, on dit, il y a ce terme, les zmagris, les immigrés, les immigrés, les zmag et tout. mais c'est comment le communautarisme pour vous, les Africains subsahariens qui venaient au Maroc? Est-ce qu'il y a ce même rapport que nous par rapport aux Marocains qui vont en Europe? Bien sûr, je pense que c'est partout. Comme on dit toujours que l'étranger, la terre de l'étranger, c'est l'étranger. Parce que du coup, même mes filles, si je prends par exemple le cas de mes 2 filles, quand elles partent en Côte d'Ivoire, il y a toujours un petit surnom qui fait rappeler que vous êtes de l'autre côté, tu vois. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à la nature humaine. Hein. Les étrangers en griffe, ce que j'appelle l'étranger, du fait de vivre loin de sa terre natale, quand tu reviens, tu as toujours en fait le cul en 2 chaises. Du coup, on dit, vous êtes de l'autre côté. Quand tu es au pays, on dit, non, vous êtes... Mais quand tu la terre là où tu résides vraiment, toi, tu es de l'autre côté. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à l'étranger, en fait. Voilà, il y a ce côté nomadisme là qui te poursuit un peu chaque fois. Tu dis, tu n'es pas d'ici, est-ce que tu es d'ici, est-ce que tu es de là-bas? Mais après, je pense que pour moi, il faut le prendre plus comme une richesse qu'autre chose. C'est une richesse, mais tu sais, avec surtout le climat géopolitique
Et dès que tu pars en hémisphère Ça, c'est nord, autre chose. le communautarisme, c'est aussi une forme de protection un peu contre Bien sûr. du racisme, contre l'extrême Bien sûr, droite, bien sûr. contre les lois qui sont passées, Je pense que c'est plus un réflexe humain, en fait, d'essayer de vivre en communauté. Je pense que c'est un réflexe humain, comme tu l'as dit, c'est parfois sécuritaire. Parfois aussi, c'est juste une question d'habitude aussi. Voilà, je pense que faut le prendre peut-être simplement. C'est juste une question d'habitude, d'atome crochu. Bien entendu, ton habile, je pense qu'aujourd'hui, même si tu te retrouves dans la Nouvelle-Orléans, forcément, si tu entends quelqu'un parler d'Arija dans la rue, tu te sentiras tout de suite proche de lui. Et je pense que ça, c'est un réflexe qui est naturel. Après, par rapport aux considérations géopolitiques, géostratégiques, oui, peut-être qu'on peut aborder la question sous un autre angle. Mais pour moi, je pense que d'un point de vue humain, c'est d'abord un réflexe. Voilà. Et si on creuse un peu plus dans ce truc géopolitique, on va dire, parce que ce que j'ai beaucoup remarqué de mon vécu en participant par exemple à des conférences internationales un peu partout dans le monde, il y a ce qu'on appelle la zone MENA, D'accord. Middle East North Africa. North Africa, yeah. Donc on est convié à faire des tables rondes pour la zone MENA et on est convié à faire des tables rondes centrées Afrique. D'accord. Tu vois, donc le Marocain ou l'Africain du Nord, il peut jouer sur ces deux tableaux. D'accord. Mais le Marocain, je pense, c'est tout récent qu'il commence à voir un peu plus. C'est comme s'il était omnibulé par l'hémisphère nord, qu'on en a peut-être oublié nos racines africaines, mais que là, je sens qu'il y a un changement et qu'on se sent beaucoup plus africain, on va dire, d'abord, arabe ensuite. Je pense que c'est dans l'air du temps. Après, comme Sa Majesté, que Dieu l'assiste, le disait dans l'un de ses discours, le Maroc a ses racines en Afrique, ok, et ses feuilles, pour ne pas dire les feuilles de ses arbres, centrées vers l'Europe. Donc je pense que cette double culture aussi est une richesse. Après, je disais tout à l'heure que c'était dans l'air du temps. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux aussi participent à recréer en fait cette africanité-là pour les peuples du Maghreb. Et je pense que c'est pas plus mal. Après, pour moi qui vis ici depuis une quinzaine d'années, je pense que la question d'un point de vue sociologique, j'ai essayé vraiment de l'aborder sous divers angles. Ce que je vous en retiens, c'est que, voilà, je pense qu'il appartient peut-être aux nouvelles générations de s'imprégner effectivement de cette double culture, ok, de pouvoir la revendiquer. Et puis je pense qu'après, les choses se feront tout naturellement. Mais après, on ne peut pas en vouloir aussi à des peuples qui vivent une autre réalité. Parce que, comme je le disais, par exemple, dans l'un de mes articles, parce que je décline aussi parfois en tant que pigiste pour plusieurs magazines, concernant parfois des sujets politiques. Donc ça aussi, c'est une autre cassette que tu découvres. Je fais des éditos politiques pour des magazines. Je le disais dans un de mes articles que parfois, il faut appréhender aussi la question géopolitique concernant les pays du Maghreb, par exemple, sous divers angles. Il ne faut pas le prendre avec beaucoup de schizophrénie. Je pense qu'il faut le prendre avec beaucoup de hauteur et puis essayer vraiment de voir la particularité du Maghreb. Je comprends. Là, par exemple, quand tu prends, pour moi, par exemple, qui suis très foot, quand tu prends, par exemple, parfois dans les conférences de presse, tu vois, il y a des joueurs parfois qui ont le réflexe, maladroit ou à droit, ça dépend, c'est selon, qui disent on dédie, par exemple, cette victoire au Maghreb ou à tous les musulmans du monde. Bon, parfois, les gens s'en offusquent, à juste titre parfois, je comprends. Mais pour rester vraiment dans la nuance, je crois qu'un habitant du Maghreb se sentira un peu plus proche par rapport à la culture, à la géopolitique, par rapport à l'histoire aussi, par rapport aux coutumes, aux us. Se sentira peut-être un peu plus proche du conflit israélo-palestinien par rapport, par exemple, malheureusement, à un conflit, par exemple, comme celui de Gouma. Tu vois, je pense qu'il faut appréhender la question avec beaucoup de tact, okay, beaucoup de calme, et ne pas vraiment entrer dans cette espèce de conflit, de dualité chaque fois où on essaie d'opposer les uns contre les autres. Je pense qu'il faut vraiment voir la question avec un regard assez panoramique et puis essayer vraiment de juger les ressources sociologiques vraiment qui en découlent. Pour moi, vraiment, c'est la démarche que j'ai. Ouais, je suis d'accord parce que je le vois aussi de mon vécu. C'est que maintenant, au lieu d'être omnibulé par cette question identitaire par rapport au regard des autres, on se recentre plus sur nous. La richesse du Maroc, on n'est pas que arabe, on est aussi un peuple berbère, amazigh, on est les peuples nomades du Sud. Ça se voit aussi de par on est un peuple riche, mais riche culturellement, riche même au niveau des couleurs de peau, etc. Bien sûr, et moi, excuse-moi, je te coupe la parole, c'est ce que j'ai toujours essayé de mettre en avant. Je pense que la culture, pour moi, c'est vrai qu'il faut s'imprégner de ces réalités, de ces réalités culturelles. C'est important. Je pense que c'est ce qui définit l'homme. Mais après, je pense qu'il appartient aujourd'hui, surtout dans le monde éclectique dans lequel on vit, d'être autant centré sur sa culture, mais en même temps d'essayer vraiment d'avoir cette ouverture sur le monde. C'est important. Ouais. Tu vois, donc, quand on a une mosaïque de culture comme celle du Maroc, ça ne peut qu'être une richesse. Ouais. Pour moi, c'est une richesse. Comme je suis dans Côte d'Ivoire, il y a 63 ethnies.
63 ethnies, t'imagines? Ouais. Et je pense que c'est le mix, pour ne pas dire c'est le mixage effectivement de toute cette culture-là qui fait la Côte d'Ivoire, qui fait la particularité ivoirienne, où tu as des peuples venus de divers horizons qui forment effectivement ce melting pot qui est la Côte d'Ivoire. Tu C'est vois. génial. Et donc il y a cette appartenance-là qu'on a par rapport justement à cette culture qui est plurielle. Donc je pense que ça peut être qu'une richesse. Et moi qui suis au Maroc, ça fait longtemps, que ce soit d'Agadir à Tanger, en passant par Beni Mellal ou par Témara, il y a justement cette couleur-là, cette mosaïque-là qui fait effectivement la richesse du Maroc. Et il faut en être fier. C'est génial. Ouais, je suis d'accord avec ça, c'est génial. Et dis-moi alors, c'était comment au niveau des procédures pour t'installer au Maroc et ramener ta femme ici? J'ai beaucoup de gens autour de moi par rapport au truc des cartes séjour ou des papiers, des contrats, etc. Je ne le sais pas par expérience, mais ils disent que c'est compliqué de Bah faire... là, tu ouvres une boîte de Pandore, là, tu veux qu'on en parle? Oui, je veux, parce que c'est authentiquement, j'aimerais savoir. Ah, c'est une vraie boîte de Pandore. Bon, là, ça tombe peut-être bien, puisque là, tu me donnes l'opportunité peut-être d'évoquer un sujet qui est très important. Ouais, s'il te plaît. Vraiment, ouais, c'est vraiment l'une des grosses difficultés vraiment pour le subsaharien ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il ne faut pas occulter aussi le fait qu'il y a le phénomène aussi des migrants, qui est une vraie problématique pour les autorités marocaines, ce que je comprends, parce que quand on est autorité, je pense qu'on est guidé aussi par ce désir effectivement de pouvoir prendre des décisions qui vont qui vont vraiment dans le sens du bien-être des populations. Et ça, je suis parfaitement d'accord avec cette approche. Mais pour moi, je pense que concernant la carte de séjour, je n'ai pas la prétention de tenir la panacée ou de vouloir conseiller un quelconque ministre, mais il faudrait peut-être essayer d'étudier un peu les cas au cas par cas. Parce qu'on a tendance parfois, et là je parle pour moi, on a tendance parfois, pour les autorités policières, on a tendance parfois à juger un peu le problème de façon globale. C'est-à-dire que quand tu es un subsaharien, aujourd'hui par exemple que tu essaies peut-être de faire une procédure, pour moi par exemple qui vit ici depuis longtemps, je peux t'assurer Nabil, chaque fois que je fais faire le renouvellement de ma carte de séjour, ça a toujours été problématique. Et ça je ne comprends pas. Ça a toujours été problématique. Pourtant, je pense quand même qu'il y a une certaine approche qu'on devrait avoir pour certains qui y résident depuis longtemps, tu vois. Après, je comprends encore une fois, comme moi je suis perpétuellement dans la nuance. J'ai pas tendance à globaliser ou à essentialiser les choses, tu vois. Mais je pense que de ce point de vue-là, il faudrait peut-être étudier les profils au cas par cas. Parce que quand on a, par exemple, il y a eu un événement malheureux qui s'est passé à la frontière avec les migrants qui essayaient de passer, parce que le roi avait lancé une procédure de régularisation pour les subsahariens il y a quelques années, qui avait bénéficié de ce qu'on appelle l'avis favorable. Okay. Et donc, le fait, par exemple, que ces migrants qui essayaient de passer de façon malheureuse, ils savent vraiment, il faut le dire, qui essaient vraiment de passer la Méditerranée pour aller de l'autre côté, bon, ils ont dû se débarrasser de leurs papiers. Je pense que cette image-là, en termes de communication, n'a pas vraiment aidé, par exemple, pour nous autres qui résidons depuis des années, qui travaillons légalement, normalement, tranquillement, qui n'avons pas de problème. Ça a vraiment eu un impact assez négatif. Je comprends, pour ceux qui résident depuis longtemps. Et donc, ça fait que chaque fois quand tu vas pour renouveler ta carte de séjour, c'est toujours problématique. Toujours problématique. Il y a toujours un papier qui manque. Parfois, c'est vraiment à l'humeur et c'est vraiment à la tête du client, quoi. Et donc, ça, vraiment, je souhaiterais, c'est vraiment une doléance. Je souhaiterais vraiment qu'en termes de procédure, qu'on essaie vraiment d'étudier au cas par cas et de tenir compte aussi de ceux qui y résident depuis vraiment bon nombre d'années. Tu comprends? Parce que le Maroc, c'est un pays que moi j'ai adopté. Dès que je suis arrivé, après, je t'ai dit que j'étais là pour 1 mois. Je suis resté pour 15 ans, tu vois. Et j'ai fondé ma famille ici, j'ai vécu ici, je travaille ici, je réside ici. Et voilà, je m'y plais, je m'y sens bien. Mes enfants s'y sentent bien, elles sont nées ici. Elles ont cette double culture-là, elles le revendiquent tout le temps. Ouais. Je vais te faire une petite anecdote. Quand j'étais en Côte d'Ivoire par rapport à la couverture de la Coupe d'Afrique des Nations, chaque fois que le Maroc jouait, ma fille, quand j'appelais par WhatsApp, je lui dis, mais finalement, tu vois sur le match, elle disait toute cette phrase, nous, on joue à telle heure. Ouais. On joue à telle heure. Tu vois, c'est évocateur. Hein. On joue à telle heure. Ouais. Et après, parfois, de façon insidieuse, je lui dis, mais et la Côte d'Ivoire? Ah, la Côte d'Ivoire doit jouer le mardi à telle heure, tu vois. Mais nous, on a notre match à 19h, tu vois. Et la petite, ça a 5 ans, pareil, tu vois. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, on est fiers vraiment de cette double culture qu'on a. Mais après aussi, voilà, comme tu me donnes l'opportunité d'en parler, donc j'en parle. Voilà. Non, mais je le ressens. Voilà. Et tu l'as bien formulé, en fait. On met tout le monde dans le même sac. Moi, j'étais en voiture du Maroc au Sénégal. Et sur le retour, on est parti avec aussi un ami sénégalais. D'accord. Et j'ai vu à la frontière ce rapport-là avec le migrant, mais il y a les migrants, entre guillemets, tu me pardonneras peut-être que je vais peut-être archi-banaliser, vas-y. mais il y a les migrants pour qui le Maroc est une escale pour pouvoir accéder à l'Europe, et il y a les expatriés qui vivent ici.
Et j'ai vu là, c'est un peu le bordel dans j'imagine Mauritanie en arrivant Moi aussi, j'imagine bien. au poste frontière marocain. Et j'ai vu comment ils ont mis le monsieur qui était avec nous dans le même sac que tous les autres qui essayent peut-être de passer d'une manière insidieuse ou illégale et tout. C'est dommage, c'est dommage. Et c'est malheureux ce délit de faciès, on va dire quelque part, parce qu'il y a beaucoup d'expatriés subsahariens au Maroc, mais pour eux, le Maroc, c'est pas un tremplin vers Non, l'Europe. c'est pas un tremplin, du tout. Moi, j'en suis la preuve, hein, du tout. Mais oui. Du tout. Parfois, peut-être on parle d'Afrique, on parle de notre terre-mère, mais comme je le dis souvent, parfois, ça peut être perçu peut-être de façon peut-être un peu clivante, mais moi, j'ai toujours dit que l'Europe, même quand j'étais adolescent, je vivais en Côte d'Ivoire, n'a jamais été un but pour moi. Jamais. Qui plus est aujourd'hui où voilà, j'ai une activité journalistique, j'ai une activité en communication, musique, tout ça. Non, ça. Après, Eldorado, c'est un autre débat. L'Eldorado, c'est où? Ton Eldorado peut se trouver à Kenitra, à Meknès, à Abidjan, à Bobo, à Kin, à Douala. Tu vois, l'Eldorado, c'est là où tu te sens bien. Et donc, moi, ça n'a vraiment jamais été une obsession. J'ai jamais été obnubilé par le fait de vouloir vivre en Europe. Ouais. Donc, pour moi, le Maroc n'a pas été. C'est pas un passage. D'après, je suis là. Ben, l'Eldorado aussi aujourd'hui, ça peut être Casablanca comme Kigali, Bien qui sûr. se relève d'un génocide atroce Bien et sûr. qui est une capitale florissante, Addis Abeba en Bien sûr, Éthiopie. bien sûr. On commence à voir maintenant des sacrés pôles économiques qui Bien se sûr, développent. Zanzibar, Kenya, Nairobi, même la Côte d'Ivoire aussi, Abidjan, Ouais. Sénégal, Dakar. Bon, ouais. Bien sûr, je pense que les choses se développent petit à petit. Donc, oui, il y a pour recentrer un peu ce dont on parle, effectivement, voilà, faut pas aussi qu'on entre un peu dans ce narratif qui consiste à dire que l'Africain est toujours dans cette logique, pour ne pas être dans cette spirale de vouloir passer la Méditerranée pour aller. C'est vrai, c'est une réalité qui est déplorable, qui est dommage, il faut qu'on en parle. C'est un autre sujet, c'est vrai. Mais voilà, tous les Africains ne sont pas omnibulés par le fait de vouloir vivre en Europe. Hein. Non. Ou peut-être moins. Peut-être moins. Moi, je le vois aussi des gens de ma génération. On voulait peut-être tous partir à une époque. Moi, j'ai eu la chance de rentrer tôt. Et tout le monde est en train de re-rentrer, en fait. Ils approchent la quarantaine et ça devient l'ambition universelle de tout le monde. Bien sûr. Si tu as remarqué, depuis la fin du Covid, si tu as remarqué à Marrakech, il y a une vraie vague de remigration vers le Maroc. Et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal. Parce que je pense que l'Afrique, il y a tout à faire. Ouais. Il y a tout à faire. Donc, finalement, je pense qu'autant rester sur nos terres, bâtir, essayer vraiment de recentrer notre civilisation encore au cœur du monde, que d'aller encore là où tout est fait. Voilà. Aller là où tout est fait, mais quand même, il ne faut pas nier que... parce que c'est une chose aussi que je déplore, et une fois de plus, je ne suis pas ni dans la finance, je n'ai que la culture des grands titres, mais la devise européenne, l'euro ou le dollar qui rentre dans les pays respectifs de par la diaspora africaine, y est quand même pour beaucoup. On a quand même besoin de ces gens-là qui peuvent être un vecteur du développement de leur pays respectif sans être dans ce pays-là. Bien sûr. La devise, c'est important. Mais il y a le franc CFA. Ce franc CFA... Nabil, visiblement, tu aimes les sujets clivants, toi. Non, c'est pas, mais c'est... Je savais, t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que le peu que j'ai voyagé en Afrique, et je vois, moi déjà qui me plaignais, merde, putain, quand tu dois changer du dirham marocain vers du franc suisse ou vers de l'euro, tu prends un petit peu cher. Bien sûr. Mais quand tu changes du dirham en franc CFA, tu te retrouves avec comme ça de billets. Ouais. Il y a une grosse inflation. Et après, quand tu cherches un peu la culture des grands titres et tu vois comment cette monnaie, elle n'est pas gérée par les pays respectifs, mais qu'elle est encore gérée dans une ère post-colonialiste par justement la France. Bien sûr. C'est aussi un frein quelque part. Bien sûr. Donc, oui, rentrer, mais je dirais plus, les Marocains ont plus intérêt à rentrer au Maroc, gagner du dirham, que peut-être un Ivoirien rentrer en Côte d'Ivoire et lâcher de l'euro pour gagner du franc CFA. Je ne sais pas si j'ai archi-banalisé, si c'est... Non, je pense que la lecture, pour ne pas dire la caricature que tu fais, elle est juste. Elle est juste. Après, comme je le dis, moi, pour essayer de recentrer vraiment mon avis sur cette thématique, concernant par exemple les devises, moi, je pars du principe, ok ? Je pars du principe que l'Afrique, il y a tout à faire. Il y a encore tout à faire. Et je pense qu'on doit saisir cela comme une opportunité, comme une vraie aubaine. Je ne suis pas contre le fait d'immigrer, non, pas de. Après, je suis un produit de l'immigration. Après, je vis au Maroc, ça fait une quinzaine d'années. Mais je pars du principe, pour ce qui est des rapports Afrique-Europe,
pour ne pas dire Afrique, Occident, je pars du principe que tout est à faire dans notre continent. Là, tu évoques par exemple la question par exemple, de la monnaie. C'est un grand débat dans lequel on va pas s'engouffrer parce que voilà, on risque de fâcher les gens. Mais voilà, concernant par exemple la question de la monnaie, je pense que ça, c'est une réelle problématique sur laquelle nos générations, c'est-à-dire déjà nous, et la génération de nos enfants, il va falloir vraiment qu'on y travaille. Parce que le franc CFA, tu m'excuseras du thème, peut-être que j'ai le gros peut-être pour ton média, mais c'est l'arnaque pour moi du siècle, quoi. C'est un frein. Oui, c'est un frein, tu vois. Donc, et ça, il appartient aux intellectuels, voilà, que nous sommes, voilà, parce que je pense que l'intellectuel, c'est pas seulement celui qui a un costume cravate, aux intellectuels, à tout le monde, de s'approprier cette vraie question, effectivement, parce que je pense que ça aussi, ça s'inscrit dans la démarche de la souveraineté. Bah oui, mais je pense aussi, pour avoir été au Sénégal juste avant, quand il y a eu le litige entre Macky Sall et Sonko, bien sûr, et que Sonko a été arrêté. Oui, j'étais au Sénégal pendant ce moment-là. D'accord. Et j'ai vu à quel point l'opinion publique, mais tous les jeunes, quand ils te parlent, c'est pas pour rien dire et qu'ils ont une prise de position claire, qu'ils soient pro-Sonko ou pro-Sall. Bien sûr, il y a une opinion qui est vraiment construite. Hein. Bien sûr. Et que Sonko, que le clan Sonko puisse passer aux élections, que Sonko ensuite il puisse sortir et qu'il intègre le cabinet ministériel, etc. D'accord. Je pense que c'est ce qu'il freinait et c'est ce qu'il revendique, la souveraineté du Sénégal, mais aussi la rupture avec le cordon ombilical avec l'ancien colon. Ouais, et je pense que rien que pour ça, c'est pas juste tu mets des gens en prison, rien que pour ça, tu pourrais avoir des réels soulèvements populaires qui puissent être freinés pour les gens que ça arrange. Bien sûr, bien sûr. Tu vois ? Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai bouillonnement en termes de liberté, de souveraineté des peuples africains. Cela, on ne peut pas le dénier. Je pense que les pouvoirs, si on reste seulement pour ce qui est de l'Afrique francophone, puisque moi je viens de là, l'Afrique de l'Ouest francophone, ben, je pense qu'aucun dirigeant qui a toutes ses facultés ne peut nier cette réalité. C'est une vraie couveuse. Hein. C'est une vraie réalité. Donc, je pense qu'à l'instar du Sénégal, les peuples d'Afrique francophone devraient aussi s'imprégner et saisir à bras le corps cette question et pour que vraiment cette problématique de la souveraineté soit vraiment impliquée dans les débats. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle comment dirais-je, de la vie au quotidien, de construire des écoles, de construire des hôpitaux, de créer un cadre de vie assez sain pour nos populations en Afrique subsaharienne notamment. Mais je pense qu'il y a une question qui est centrale. La souveraineté, effectivement, s'inscrit aussi dans la dynamique, effectivement, de tout ce développement-là. Voilà, donc on ne peut pas prétendre vouloir créer le bien-être. Quand tu l'évoquais tout à l'heure, on a une monnaie qui, pour moi, est coloniale, je le dis, je l'assume, ok, qui met un frein à nos souverainetés. Quand on a encore des armées qui sont sur nos territoires, qui se comportent comme des armées de colons, non. Je pense qu'à un certain moment, c'est des vraies problématiques et des vraies réalités. Je pense que déjà, il y a 3 États qu'on appelle les États de l'AES, le Niger, le Burkina et le Mali, qui se sont déjà emparés de la question. Après, on aime, on n'aime pas les dispositifs, le process, on aime, on n'aime pas, c'est discutable, je veux bien. Mais je pense que pour ce qui est de la dynamique, bien sûr, je pense que c'est des thématiques dont on doit se saisir parce que voilà, on ne peut pas encore être en 2025 et avoir une monnaie qui diffère de Douala à Abidjan mais qui a le même nom. C'est incongru, c'est ambigu. Pour moi, je pense que c'est une grosse arnaque. Ça ne peut pas continuer, quoi. Ouais. Mais en tout cas, l'Afrique, c'est chic. Et l'Afrique, il y a du fric. Bien sûr, merci, bien sûr. Ouais. L'Afrique, tout est dans le nom, hein, Afrique. Ouais, c'est génial. C'est une machine Afrique. La machine africaine, mais je pense qu'il faut qu'on s'en saisisse. C'est une machine Afrique, mais il faut que les Africains puissent vraiment, vraiment en jouir. Et s'en l'approprier, l'assumer pleinement. Pleinement. Ouais. Pleinement. C'est un avantage, c'est un atout, c'est pas une tare. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et ça, je l'ai beaucoup vu. J'ai eu la chance, bon, j'ai pas énormément voyagé, mais j'estime avoir voyagé un peu stratégiquement. Non, toi, tu es un globe-trotteur, tu voyages beaucoup. Hein. Moi, je te suis voyage depuis quand je peux. Quand ouais. je peux, mais bon, j'ai pas fait des dizaines de pays. J'en ai fait peut-être aller une quinzaine à tout péter. Bah, c'est beaucoup déjà. Mais un peu de tout, etc. J'ai aussi vécu aux États-Unis juste après le 11 septembre. Donc, je sais c'est quoi que d'être non seulement arabe, mais aussi africain. Bah, c'est un référent qui est ouais. après le 11 septembre. Quand on s'appelle Nabil, c'est quand même chaud. Hein. Ouais, mais tu sais quoi, c'était quoi mon surnom au lycée? Je suis parti là-bas, j'avais 16 ans. D'accord. Au lycée, j'arrive le 1er septembre 2001. 11 septembre, je parle même pas encore anglais. 10 jours après, ouais. Et les profs, ils m'exhibaient comme ça devant la classe, ils me mettent debout. OK, you can ask questions to him regarding what happened. Le délit de faciès par excellence, quoi. Donc, j'ai même pas le langage. Je lui dis, Morocco, no terroristes. Morocco, Africa, no Middle East, Africa. Et je me suis réfugié dans mes racines africaines, en fait, pour me protéger. Mais on m'a quand même surnommé Osama. Bien Pendant sûr, 1 an, 2 ans, on m'a surnommé au lycée Osama.
Mais je pense que l'éducateur, il est simplement irresponsable, c'est tout. T'as Mais pas à faire bon, ça va, bon, les délits de faciès et tout, je leur en veux pas. C'est des expériences et des années qui forgent avec Bien le sûr, recul. Hein, bien sûr. j'en garde quand même un bon souvenir. Mais c'est pas mal. Mais le voyage, c'est génial. Et d'ailleurs, en parlant de voyage, les voyages qui m'ont le plus marqué sont les voyages liés au foot. Waouh. Parce qu'en 2014, on en avait ras-le-bol que le Maroc ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. Et on a monté une petite OP marketing, une web TV qui s'appelle Nabil au Brésil. D'accord. On a filmé des pilotes. Je pense que j'ai vu ça, ouais. Ouais, et ben, je suis parti au Brésil et c'était quoi le motto, le slogan de l'émission? Le Maroc ne s'est pas qualifié, mais Nabil s'est qualifié. J'ai vu ça sur YouTube. J'ai vu Ouais, ça, j'ai vu YouTube ça, ouais. et Facebook. On avait une application Ouais, Facebook j'ai vu, aussi, ouais. sponsorisée par une société 100% marocaine. Et on a gardé ce drapeau, on l'a fait flotter tout au long de la Coupe du Monde jusqu'à la finale. Je te voyais, tu étais en C'est- immersion aux alentours des De fan tous les zones, stades. des stades. Ouais, Aussi, ouais, j'ai ouais. vu ça, ouais. Ouais. C'était génial. Ensuite, 2018, le Maroc se qualifie pour la Russie. La Russie, ouais. Et j'ai pas pu trouver de sponsor pour me sponsoriser jusqu'à la finale. Tout le monde ne voulait sponsoriser que les 3 premiers matchs du Maroc. Du Maroc, ouais. Ouais, ils y croyaient pas beaucoup. Ouais. Et alors, j'ai pris mon propre argent et l'argent Love Money de mes amis, mon entourage proche, et j'ai produit l'émission moi-même. J'ai appris à faire du montage et tout. Et je suis resté jusqu'à la finale et j'ai ramené le drapeau du Maroc. Après la disqualification du Maroc, j'ai suivi les Russes. Je suis resté jusqu'en finale. Où est-ce que j'en viens? C'est que Qatar 2022, Tu y étais, j'ai vu. Ouais. j'ai filmé pour la FIFA, mais au Maroc. J'étais le représentant des supporters marocains pour la FIFA. La FIFA, d'accord. Donc j'étais l'animateur de l'émission sur FIFA.com qui s'appelle le FIFA Daily. Donc je suis resté au Maroc, mais même quand j'ai cherché des sponsors, personne ne voulait sponsoriser. Et c'est dû à quoi? Je pense que C'est- quand même, tu as quand même une certaine audience, non? C'est dû. Non, c'est dû au fait que je pense que les grandes marques ne croyaient pas vraiment en la capacité du Maroc de pouvoir footballistiquement donner quelque chose et arriver loin dans la compétition. Tu parles des marques locales ou bien Ouais, des locales, je ouais, vois. les marques locales, et ça je le dis, je l'assume. Bah, je pense hein. que c'est qu'ils se méprennent un peu sur l'histoire footballistique du Maroc. Le Maroc fait partie des grandes lâches. Je pense que de faire la fine bouche, hein, c'est les stats. Ouais. Même si le Maroc n'a gagné qu'une seule Coupe d'Afrique en 76, mais le Maroc quand même fait partie des mastodontes du football africain, hein, quand même. Ouais. Ah. Mais maintenant, depuis ce Qatar, demi-finaliste, Il y a un vrai engouement qui s'est recréé autour de la sélection. Hein. là c'est bien. Donc je pense là c'est parti pour au moins 20 ans. On a espère. fait traverser du désert pendant 20 ans l'équipe nationale Walou. Non, mais c'était Maintenant, pas c'est- Walou, Nalu, je suis pas d'accord, c'était pas Yak. Walou. Hein. On C'était s'est pas qualifié à Walou. aucune Coupe du Monde. Non, mais déjà, je pense que le Maroc était en France en 98. Après, c'est vrai, il y a eu une traversée du désert, mais après, le Maroc revient, comme tu l'as dit, au Qatar en 2018, c'est vrai. Mais bon, En je pense Russie que- en 2018. En Russie en 2018, pardon. Mais entre-temps, je pense que dans les différentes Coupes d'Afrique, il y avait quand même une belle génération. Hein. Ouais, on a toujours eu. C'était pas la des... génération actuelle, mais bon, je pense qu'après, la génération des Naïbet, Ouais, des Basser, des voilà, Régis. des Bassir, des El Kakouri, il y avait quand même, voilà, il y a quand même eu de bons joueurs en temps. Il y a eu Ouais. Chamar, il y a eu quand même de bons joueurs. Hein. Ouais. Mais écoute, alors maintenant, on a eu des bons joueurs. On s'est pas qualifié pendant 20 ans. Et peut-être, le 2018, on s'est qualifié. On a joué à Abidjan contre Abidjan la Côte d'Ivoire. contre la Côte d'Ivoire, ouais, si, je me rappelle. Regarde, truc de fou. La qualification, c'est la génération du grand capitaine Benassia avec Kardia, tous les autres qui ont réussi effectivement cette qualification historique à Abidjan. Oui, c'était une bonne génération. Amrabat, oui, c'était une Et très, regarde très le destin, comment il a été fait. Et regarde cette Coupe d'Afrique qui vient de passer. Ouais, si. C'est la Côte d'Ivoeur. Et le Maroc. Comme quoi Toujours, ça ouais, s'équilibre. ouais, hein. toujours lié, ouais. C'est beau, hein. Bien sûr, toujours lié. Non, mais si, bien sûr. Mais Ouais. justement, alors si on vient justement aller à cette CAN 2024, 2023 qui vient de passer, Bah, mais qui qui a 2024, ouais. exactement, le Maroc est un grand favori du point de vue de l'opinion Bien footballistique sûr, qui sort du mondiale. demi-finale de la Coupe du Monde, tout ça. Mais on se retrouve à contre-performer dans le tournoi africain. À quoi est-ce que tu imputes ça? C'est-à-dire, bon, je pense qu'on a fait une performance, on va dire, OK. Ensuite, contre les Bafana, on n'arrive pas à passer en quart de finale. Il y avait une déception, mais comment est-ce qu'on peut passer de favori à ce point à contre-performeur, à ton avis? Après, je pense que
pour celui qui suit un peu le foot en termes de résultats, en termes de grande compétition, je pense que cette notion de grand favori, c'est une notion qui, pour moi, ne devrait plus exister parce qu'aujourd'hui, le football est démocratisé. Hein, tout le monde joue au foot. Qui plus est quand on croise une équipe comme l'Afrique du Sud, qui, pour moi, faisait partie des favoris pour la CAN. Parce que le truc, c'est que les gens, parfois, ont tendance, comme tu disais tout à l'heure, à écouter les grands titres. Les gens, ils font des chroniques, font des plateaux télé. Cette année, le favori, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Tu vois, très souvent, ça part sur, on va dire, des critères qui, pour moi, voilà, sont... c'est très souvent lié à l'affect. On estime, par exemple, que dans telle équipe, il y a un ballon d'or, donc ils sont favoris. Là, par exemple, aujourd'hui, tout le monde parle de Mohamed Salah, comme potentiel futur ballon d'or. Mais quand tu prends l'équipe de l'Égypte, quand tu prends l'équipe nationale de l'Égypte, et quand tu prends les derniers résultats des pharaons d'Égypte, c'est pas réluisant du tout. Donc, est-ce que parce que Mohamed Salah est un potentiel ballon d'or mondial, ça fait effectivement de lui, mais pardon, ça fait sur l'équipe nationale une équipe favorite? Non. Donc oui, je pense que cette notion déjà de favori, je pense qu'il faut déjà qu'on essaie de s'en défaire. Première chose. Après, pour répondre à ta question, je pense que si le Maroc n'avait pas croisé l'Afrique du Sud, le Maroc serait dans le carré final. Parce que, comme je l'ai dit, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal, en termes de production de jeu, pour moi, étaient les meilleures équipes, en plus du Maroc. Voilà. Ça, je le dis vraiment avec toute l'objectivité. Pour moi, c'était les 4 équipes qui, après le premier tour, je pense se focalisaient vraiment sur la production de jeu. C'est ce que ces équipes proposaient durant cette première phase. Pour moi, c'était ces 4 équipes-là qui devraient se retrouver dans le dernier carré. Après, une Coupe d'Afrique, c'est beaucoup de choses. Quand tu vois, je me rappelle bien sûr de ce match contre l'Afrique du Sud, quand tu prends le déroulé du match, je pense que c'est 2 grandes équipes qui se sont affrontées. Je pense que Hugo Bros, le sélectionneur sud-africain, a gagné le match d'un point de vue tactique et athlétique. Non. Voilà. Je pense que c'est d'un point de vue athlétique et tactique que l'Afrique du Sud gagne ce match. Mais le Maroc n'était pas dépourvu de qualité non plus. Je ne suis pas sûr que le Maroc ne serait pas passé s'ils n'avaient pas croisé l'Afrique du Sud. Ils seraient passés. Après, malheureusement, ils sont tombés sur un gros morceau en 8e. Ça ne les a pas arrangés. Mais je pense que si le Maroc passait cette étape, il se serait retrouvé facilement au final. Hein. Voilà, parce que ne joue pas l'Afrique du Sud qui veut. Hein. Ils étaient vraiment costauds en 2024. Ça, faut le dire. Ils étaient costauds, mais par contre, au niveau, on va dire, des têtes d'affiche et des grosses stars, l'Afrique du Sud, elle est portée par beaucoup de joueurs quand même qui jouent locaux, dans les clubs locaux. Kaiser Chiefs, Orlando Pirates. Tu as parlé du Nigeria. Le Nigeria, qui est quand même porté par le Ballon d'Or africain, Ademola Lookman, qui finissent finalistes contre la Côte d'Ivoire. Le Maroc, on a quand même une team All-Star au niveau mondial. Il y a un petit peu un 2 poids 2 mesures, ou est-ce que tu te dis, waouh, comment est-ce que tu peux avoir un casting aussi garni et ne pas livrer quand même, tu vois? Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il faut se recentrer. Il faut recentrer vraiment le débat. En termes de production de jeu, je persiste vraiment à croire que le Maroc a produit l'un des meilleurs footballs de la compétition. Après un match de foot, Nabil, c'est 90 minutes. Parce qu'effectivement, ce débat faisait rage, même ici, hein, la presse s'en emparait, Regragui aurait dû, tu sais, les coachs, il y en a 1 milliard, tu vois. Mais je pense qu'en termes de production de jeu, pour moi, il faut rester concentré sur l'essentiel. Le Maroc ne passe pas les 8e, mais en termes de production de jeu, le Maroc produit un beau football. Ouais. Je pense qu'il y a cette notion de victoire qu'on brandit chaque fois, on veut gagner, et c'est normal, on veut gagner des titres pour essayer de titiller un peu cette fierté nationale, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut rester concentré sur l'essentiel. Regragui prend un groupe, il essaie de faire un mix entre binationaux, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, entre binationaux et joueurs locaux. Il essaie vraiment de créer une certaine symbiose. Il y a la Coupe du Monde, on voit les résultats que ça produit. Il surfe effectivement sur cette dynamique jusqu'à la CAN. Mais la production de jeu, pour moi, elle n'a pas baissé. C'est juste que sur un match, je pense que c'est cette nuance-là que les supporters devraient avoir. C'est un match de football. En 90 minutes, beaucoup de choses peuvent se passer dans un match de football. Et donc, c'est pas parce que le Maroc ne passe pas qu'au terme, Regragui, non, ils n'ont pas bien joué. Est-ce qu'il n'y a pas un fossé entre l'équipe du Qatar et celle? Non, c'est un match de foot. Et même si tu prends les éliminatoires, par rapport à la Coupe d'Afrique qui arrive, tu vois que le Maroc a survolé son groupe. Et même en termes de production, parce que moi, je reste concentré sur tout ce qui est structure et qu'est-ce que l'équipe propose sur le terrain. Ça, c'est important. Parce qu'on a tendance parfois à être un peu focus sur les résultats. Non, il faut voir la production du jeu. Je pense que Regragui tire le bon bout. Il faut lui donner le temps de pouvoir aller jusqu'à terme, effectivement, de cette dynamique. Et puis après, on verra. Mais moi, je pense pas qu'il y ait un fossé. Je pense que la dynamique, elle est la même. C'est des joueurs qui se sont battus aussi contre les problèmes climatiques, parce que San Pedro, tu y étais. Ouais, non, j'ai pas fait San Pedro. Moi, j'ai travaillé pour le sponsor principal, mais je gérais le stade de Yamoussoukro. Yamoussoukro, d'accord, ok. Donc, t'étais au centre du pays. Ouais, j'ai géré tous les top VIP.
San Pedro, le climat était un peu méchant, hein, quand même. Il y avait une grosse humidité. C'est vraiment pas évident. Mais même pour les pays d'Afrique subsaharienne, c'était vraiment pas évident de jouer à San Pedro. Hein. C'est une station balnéaire, en plus de l'humidité. C'était vraiment pas évident. Mais après, je veux dire, pour les conditions, hormis les conditions climatiques, bon, le Maroc, quand même, a essayé de produire un bon football. Ouais. Ça ne s'est juste pas passé, quoi. Et alors, écoute, parce que quand il y a l'euphorie de la victoire, que tu gagnes 3-0 ou que tu gagnes 1-0, il y a toujours les critiques dans les 2-3 premiers jours. Ouais, mais quand même, on est passé de justesse et tout. Mais après, quand le temps passe, une victoire reste une victoire. C'est et en fait, victoire, voilà. et Les gens perdent cette lucidité par rapport au déroulé du match aussi, des matchs. Le coach est un stratège. Le coach n'est pas là pour un ego trip de on va les éclater ou les machins. Et c'est ça. Donc, je pense qu'il tient le bon filon. Tu as mentionné tout à l'heure les binationaux. Et peut-être, d'ailleurs, on pourra rentrer dans ça tout de suite. On va parler de ces qualifs, justement, pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Le buteur de toute la sélection des qualifs, c'est Brahim Diaz. Brahim Diaz avec 7 buts. 7 buts, exactement. Binational. National, oui. Espagnol, Ensuite, on a un Guinéen. Serhou Guirassy, oui. 6 buts. Binational aussi. Exactement. 5 buts. Ensuite, on a l'Algérien Amin Gouiri. Trezeguet, l'Égyptien. Et Kennedy Misonda. Misonda, oui. De Zambie. Ouais. Ex-aequo avec 4 buts chacun pour ces phases de qualif. Les phases de qualif, ouais. Pour revenir à Diaz binational, et on va peut-être parler aussi des binationaux qui ont choisi de ne pas jouer pour leur pays d'origine, comme Lamine Yamal. Lamine Yamal, ouais. Ça a fait beaucoup couler d'encre, etc. L'Afrique et le binationalisme, est-ce que les clubs européens, la diaspora africaine est-elle une pépinière pour le foot africain, les équipes nationales? Bon, c'est un vrai sujet que tu évoques là, et il m'intéresse. Je pense qu'il faut aborder encore une fois la question avec beaucoup de sérénité. D'abord, premièrement, tu ne peux pas en vouloir à des mecs qui sont nés de l'autre côté. Tu ne peux pas leur nier une certaine fierté pour leur terre d'origine. Donc, je dis ça pourquoi? Pour planter le décor tout de suite, je ne joue pas contre les binationaux. Okay? J'estime que voilà, c'est des personnes qui n'ont pas demandé à naître à Strasbourg, dans le Minnesota. Je suis né à Strasbourg. T'es né à Strasbourg? Waouh! Ouais. Mais je n'ai qu'un seul passeport. Papa a refusé de signer l'état civil. Il a dit mon fils est un Marocain né en France. Ah ok, d'accord. Ok. Il s'est excusé 15 ans plus tard. Vas-y, je voulais pas t'interrompre. Ouais. Tu ne vas pas en vouloir à quelqu'un qui n'est pas né sur sa terre-mère. Tu ne peux pas lui en vouloir. Donc ça, c'est une réalité que tu ne peux pas imputer effectivement à ces joueurs-là. Mais dire que c'est une pépite, oui et non à la fois. Oui, parce qu'effectivement, on n'est jamais... Une pépinière, tu veux dire. Une pépinière, ouais. Oui et non à la fois. On est toujours preneur de l'expertise extérieure. Ça permet effectivement de nous nourrir de beaucoup d'expériences. Donc là, moi, je suis preneur. Des pays nationaux, je ne suis pas contre. Mais je pense effectivement que cela ne doit pas permettre effectivement à nos fédérations de s'endormir sur le laurier. Parce que quand on a une sélection qui est constituée à 80% de binationales, cela met en exergue quoi? Une certaine incapacité de nos fédérations nationales à gérer et à dynamiser le foot africain. Et à produire. À produire et du accompagner. Football. Ouais. Voilà. Donc, un peu, tu vois, un peu comme ces sélections, effectivement, qui arrivent à une Coupe d'Afrique, qui ont 25 sélectionnés, 25 professionnels. Ça en dit long sur la léthargie et la mauvaise gestion de leur football local. Parce que pour moi, l'équipe nationale devrait être le reflet, en amont, effectivement, d'un travail colossal qui est fait par la fédération pour promouvoir le football local. Parce qu'on doit être fier, par exemple, de dire que nous, en Égypte, on produit 80% de nos joueurs qui sont issus du Zamalek, du Al-Ali ou du Pyramide FC. Ou bien on peut produire, je sais pas, 80 ou 60% des joueurs qui sont issus du Raja et du Wydad. Ça doit être une fierté. Ok, mais donc, je dis, en même temps que c'est une bonne pépinière pour l'Afrique, ça permet effectivement d'avoir des joueurs qui peuvent être une réelle plus-value pour nos équipes nationales, mais ça ne devrait pas aussi occulter le fait que c'est devenu en fait une porte d'entrée, ok, qui permet effectivement à nos fédérations effectivement d'occulter un certain travail local qu'ils doivent réaliser. Et dans ce sens-là que je suis vraiment nuancé sur la question. Voilà, parce que là, aujourd'hui, c'est la course aux binationaux. Hein. Quand tu prends même l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, c'est pareil. Dernièrement, Walid Regragui, dans son interview avec 11 Mondial, évoquait la question. Ben, effectivement, lui, il a une certaine lucidité sur la question. Il sait effectivement que l'équipe nationale du Maroc doit imprégner effectivement cette réalité parce qu'il y a plein de joueurs binationaux qui évoluent en sélection. Mais il n'occupe pas le fait qu'effectivement, il faut pouvoir garder une certaine lucidité sur la dynamique qu'on devrait pouvoir insuffler à une équipe. Parce que si chaque fois on doit venir, quand le produit est cuit, quand tu prends par exemple
Brahim, c'est un produit de c'est un produit de la cantera de Madrid. Il est natif de Malaga. Même quand tu prends aujourd'hui, dernièrement, je pense qu'il y a eu une inspection du côté de l'Europe. Walid Regragui, ses adjoints étaient en Europe pour pister certains joueurs, par exemple, en vue de les intégrer dans l'équipe nationale. Quand tu prends le petit, j'oublie le nom, la petite coqueluche de Lille en ce moment, qui est courtisée par l'équipe marocaine. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Quand tu prends même les deux joueurs qui sont issus de la Masia et de la Cantera, le petit latéral droit du Real Madrid, je pense qu'il s'appelle Youssef Lekdim, je crois, qui est issu de la Cantera. Et quand tu prends l'actuel défenseur de Crystal Palace, Shahid Riyad, qui a été formé à la Masia de Barcelone, c'est des joueurs qui ont 17, 18, 19 ans, mais qui, tout de suite, voilà, on essaie d'aller les chercher pour qu'ils viennent jouer en sélection. Parfois, en occultant le fait qu'on a aussi de grandes académies comme l'Académie Royale, qui produit quand même des joueurs et non des moindres. Hein, Ajned Ounaï, quand tu prends Naïef Agued, quand tu prends Hamza Mendil, tu vois, quand tu prends par exemple le joueur Youssef Nesri, c'est tous des joueurs qui sont issus de l'Académie Royale. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a de la matière. Il faut juste essayer d'équilibrer, ok, et de ne pas seulement faire la part belle aux binationaux. Parce que cette course aux binationaux fait que finalement notre football local se meurt. Le Maroc, par exemple, c'était une particularité. Le Maroc a un vrai football local, a deux grandes équipes, mais maintenant trois avec la renaissance de Berkane. Voilà, je pense qu'il faut valoriser cela. Il ne faut pas toujours être derrière les binationaux parce que pour moi, c'est comme si on attendait le produit fini. Tu vois, on attend que le produit soit fini, pour on le récupère. Mais je pense que le produit pourrait aussi se travailler aussi localement. Mais aussi, est-ce que tu penses que cette notion de pépinière nationale locale est intimement liée à l'infrastructure? Parce que je reviens au cas de l'Afrique du Sud, qui ont une vaste majorité de leurs joueurs issus des clubs locaux. L'Afrique du Sud a accueilli la Coupe du Monde en 2010. Aussi, en 2010. Est-ce que le fait d'avoir accueilli la Coupe du Monde a peut-être plus développé l'infrastructure et a consolidé la fédération peut-être nationale sud-africaine? Après, ou pourquoi j'en viens à ça? Parce que peut-être que nous, pour le Maroc, on est encore en chantier. On accueille la Coupe d'Afrique, on va accueillir la Coupe du Monde. Est-ce qu'après cette Coupe du Monde, notre football en sortira encore plus fort? Est-ce qu'on aura de l'espoir que cette génération qui vient, on ait plus de joueurs? On espère. Et pour ça, tout à l'heure, tu l'évoquais, c'est les résultats aussi. Parce que tu disais qu'il y a eu 10 ans de traverser le désert, c'est parce qu'il n'y a pas de résultats. Parce que quand il y a les résultats, ça permet effectivement à créer une certaine ferveur populaire autour effectivement de l'équipe nationale et donc tout ce qui en découle. Infrastructure, centre de formation des cadres, tu vois. Donc, je pense que ça aussi, ça dépend aussi des résultats. Quand je dis résultats, j'entends la prochaine déjà. Il va falloir que les Lions de l'Atlas se préparent bien, fassent une bonne compétition, ok. Et pour l'organisation sur la Coupe du Monde à venir, il va falloir aussi que le Maroc soit présent effectivement sur tous les tableaux, que ce soit résultats sportifs et organisationnels. Et donc je pense que ce sont les résultats effectivement qui créent en fait la réelle émulation qui permet effectivement aux sponsors de se concentrer sur le foot. Voilà, donc il n'y a que ça, il y a les résultats, mais pour les résultats aussi, il ne faut pas occulter qu'il faut un vrai travail aussi en amont. Ouais. Le travail en amont, c'est la formation. Pour moi, parce qu'aujourd'hui, pour moi, avec le football qui se démocratise, il n'y a pas de raison qu'on n'essaie pas de former de réelles compétences en Afrique et qu'on soit tout le temps obligé de partir chercher chaque fois des expatriés. On aura toujours besoin de l'expérience des expatriés, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de la matière pour pouvoir produire des intelligences et des compétences. Il faut le faire. Ouais, alors, je suis du même avis. Et au niveau du coaching aussi, parce que aussi la Côte d'Ivoire, vous aviez une sacrée histoire avec votre coach et vous avez fini champion. Mais quand j'étais là-bas, tu sais quoi? Vous n'y croyez plus. Bien sûr, on n'y croyait plus. À l'unanimité. Et jusqu'à la finale, je t'assure que c'est parti juste crescendo petit à petit. Bien sûr, mais ça monte en puissance. In situ, les gens, et vraiment ils le disent, les gars, on est vraiment désolés, tac, on est des peuples frères, mais bon, ils y croyaient pas. Non. Et vous aviez changé de coach? Oui, bon, pour revenir vraiment à cet épisode, celui-là montre encore une fois, parce que moi je fais partie, à ma petite échelle, hein, voilà, j'ai pas la prétention, je fais partie vraiment des personnes qui ont une réelle critique vis-à-vis de nos fédérations, généralement en Afrique subsaharienne, et pour moi qui suis ivoirien de ma fédération en Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, tout cela relève du bricolage. Parce que je parle pour moi. Moi, ce qui m'a vraiment écœuré dans cet épisode de la Coupe d'Afrique avec le changement d'entraîneur, tout ça, en pleine compétition, c'est que ces résultats, je pense qu'on avait plus ou moins prédit cette catastrophe.
Moi, j'ai des articles qui peuvent l'attester. Après, les gens ne les lisent pas. Bon, c'est un autre débat. Mais moi, j'ai des articles, et je pense qu'il y a des journalistes quand même qui ont eu une certaine lucidité, qui ont prévenu que là, on part vers une débâcle. Parce qu'effectivement, en termes de compétences, l'entraîneur qui était là, Jean-Louis Gasset notamment, beaucoup n'étaient pas convaincus, et moi avec, n'étaient vraiment pas convaincus qu'il avait vraiment les capacités de gérer une équipe comme la Côte d'Ivoire, pour une Coupe d'Afrique à domicile après 30 ans. Je pense qu'il n'était pas vraiment conscient du contexte. Et pour moi, c'était toujours le contexte. Et donc, pour revenir à ta question, quand en pleine compétition, l'entraîneur se fait virer ou il démissionne, finalement, on n'a pas vraiment le fin mot de l'histoire. Ça encore, ça reste incomplu. L'entraîneur qui démissionne, selon c'est dire, la fédération, on l'a viré. Bon, bref. Et en pleine compétition, la fédération essaie de faire un deal avec la Fédération française de football pour un prêt d'une quinzaine de jours avec Hervé Renard. Pour moi, tout cela relève de l'amateurisme et de l'impréparation. Parce ou du lobbying. Bien sûr, ou du lobbying, bien sûr, parce que voilà, faut jamais occulter cette question aussi, beaucoup de lobbying. Finalement, cacophonie, Hervé Renard refuse, la fédération avec M. Diallo de la FFF qui dit niet, ok, Hervé Renard ne bouge pas, et finalement, c'est un choix par défaut. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, un chat s'appelle un chat. Hein. Faye Mers, c'est un choix par défaut. On peut me faire croire ce qu'on veut, mais Faye Mers est un choix par défaut. Et donc, après, il y a cette notion aussi de providence qui fait que finalement, ça lui donne cette trajectoire. Bon, tant mieux pour lui, tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, à Foix, il ne faut vraiment pas qu'on croie que le déroulé, je parle de la suite de la compétition de la Côte d'Ivoire, relève d'un dynamisme de la fédération. Ils ont quand même un certain rôle aussi, quand même, qu'ils ont joué, j'admets. Mais il ne faut pas aujourd'hui qu'on essaie de s'enorgueillir en disant ah non, c'est parce que c'était des choses qui étaient préparées, il y a une vraie dynamique, qu'on a insufflé. Non, je pense que c'est le résultat de l'impréparation. Après, la providence a fait le reste. Donc voilà. Quand en pleine compétition, il y a toute cette cacophonie pour trouver un entraîneur et finalement on dit bon, on se rabat sur celui qui est là, on va pas me dire que ça c'est du dynamisme, ça, non? Ouais, et si on effectue un parallèle avec Khalil Ozic qui nous qualifie pour notre première coupe 20 ans plus tard. Il est habitué à ça, lui. Ouais, mais qui a été évincé au profit de Walid Regragui. Bonne décision, je pense. Là, peut-être c'est un peu différent. Que penses-tu de la position de la Fédération royale marocaine de football après si on s'en tient au profil de Walid Regragui, c'est quand même un sacré personnage. Parce qu'il a entraîné la Côte d'Ivoire aussi en 2010. Il nous qualifie pour la Coupe du Monde 2010 au Brésil. Et il est viré juste avant la compétition. C'est Sven-Goran Eriksson de 2014. Et finalement, non, en 2014, c'est Sabri Lamouchi. Ah, donc en 2010. En 2010, Walid Regragui prend les éléphants pour la CAN. Ok, déjà pour la CAN en Angola. Après, il est viré. Et finalement, c'est Sven-Goran Eriksson qui prend la tête de la sélection. Donc, pour revenir à ta question, Al-Lozi, c'est quand même un sacré personnage. Donc, je ne crois pas, j'ai pas peut-être tous les tenants de l'histoire, mais je pense que lui, c'est quand même un sacré personnage. Il est assez clivant quand même comme personnage, quoi. Voilà. Donc, lui, je ne peux pas dire que la fédération a bien fait ou mal fait, parce que lui, voilà, il est assez problématique, on va dire, ce coach. Aurait-il gardé les rênes de l'équipe? Penses-tu qu'il serait allé aussi loin pendant la Coupe du Monde au Qatar? Selon tes lectures, selon ses stratégies, le fait d'avoir écarté Ziyech avec l'ossature sur lequel lui aurait potentiellement se serait reposé. Bon, après coup, on peut faire des commentaires, hein, parce que là, il y a l'autre qui fait demi-finale derrière. Je ne peux pas répondre, mais ce que je peux dire, c'est que pour Regragui, je pense que le choix était judicieux. Parce que quand tu essaies, par exemple, d'analyser son style de management et sa vision pour le football, je pense que le choix était vraiment pertinent. Parce que moi, je l'écoute à une interview qu'il fait bien avant la Coupe du Monde, où il explique un peu sa façon de procéder, sa dynamique de travail. Tu vois vraiment que c'est un entraîneur qui sait où il va. Okay. Même dernièrement, quoi, il évoquait dans son intervie avec Onze, il a dit, j'ai conscience effectivement que c'est un mec qui porte en termes de culture, en termes de culture et d'éducation, mais on essaie vraiment de recentrer le fait de jouer pour le Maroc au cœur de notre ambition, au cœur du projet. Et ça, c'est important. Il lui disait encore que, bien qu'il ait un Darija peut-être discutable, il essaie de mettre, par exemple, le Darija au cœur de son management. Ça permet effectivement à tous ces binationaux-là de se centrer sur le projet. Et ça, c'est important. Et donc, au-delà de l'aspect sportif, il faut voir aussi dans le management de Regragui
cette espèce de fierté, effectivement, qu'il essaie d'exhiber, qu'il essaie d'inculquer à son équipe. Et ça, je pense que c'est pour beaucoup dans les performances au Qatar. Parce que quand tu prends le parcours du Maroc, le Maroc est monté crescendo. Et quand tu vois le Maroc jouer contre la Croatie, contre la Belgique, contre l'Espagne, contre le Portugal, moi, je ne vois pas 11 joueurs qui sont tous les joueurs au football. Je vois des mecs qui sont portés par toute une nation, et ça se sent, même dans l'expression corporelle des joueurs sur le terrain. Et ça, c'est grave, il faut le dire. Par rapport à ce crescendo, alors, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai une grande déception pendant cette Coupe du Monde. Laquelle ? Et qui est archivée dans l'émission de FIFA.com, où est-ce que j'ai toujours dit, Road to Finals, que notre match le plus dur, c'est le premier match contre la Croatie. Et que si on arrive à gérer un bon match contre la Croatie, ne vous inquiétez pas, on est sur la route pour la finale. Suite au match nul contre la Croatie, Ouais. personne n'est sorti klaxonner dans les rues. J'étais le seul à klaxonner dans les rues avec mes caméras, mon scooter. Mais j'ai dit, mais yo, les gars, c'est la vraie victoire. Non, après c'était que le premier match. Il y avait deux gros morceaux aussi. Il fallait attendre derrière. Il fallait déjà jouer, je crois, il y avait le deuxième match, c'est quoi, la Belgique. Ouais. Il fallait jouer la Belgique. Après, il fallait jouer le Canada. Bon, Canada, c'est pas un gros morceau, mais déjà, il fallait jouer la Belgique. Donc, je peux comprendre que voilà, les interprétations sous la réserve aussi, non ? Ouais, mais on sort contre les tenants en titre, classés numéro 1 en Europe, les finalistes de la Coupe du Monde d'avant. Ouais. Tu vois, il y a quand même un historique. Bien sûr. Donc, Bien déjà, sûr. au niveau confiance en soi, etc., tu dis que Walid, il a instauré ce volet plus nationaliste que le volet compétences footballistiques. Moi, par rapport à cette ferveur qui s'est instaurée au travers Walid qui reprend les rênes de l'équipe, pour moi, le match Croatie était un gros succès par rapport juste Bien à sûr. la confiance en soi. La confiance en soi, oui. Commencer avec le vice-champion du monde, c'est pas évident. Ah, si, c'est pas évident. Ouais. Et donc, ouais. Mais après, oui, crescendo, c'était très intense. Crescendo, tu vois, une équipe très disciplinée sur le terrain. Tu vois, il y avait 11 mecs qui étaient là, qui savaient pourquoi ils étaient là. Ouais. Non, parce que c'est ça. Le football, il n'y a pas que l'aspect technique aussi, mais il y a aussi ce dopant psychologique. OK ? Ouais. Et quand tu vois tout le stade qui était en rouge, tout le monde voilà, qui chantait au rythme vraiment de Diman Maghrib, non. Je pense que quand tu es un joueur, tu ne peux qu'être dopé quand tu as tous ces dopants psychologiques-là qui t'accompagnent. Et donc, effectivement, tu vois une équipe du Maroc qui a monté crescendo dans la compétition. Et voilà, tu vois des Romain Saïs qui jouent avec des bandages. Ben non, c'est une vraie épopée. Et puis, je pense que voilà, c'est pas le fruit d'une baguette magique. Hein. C'est un vrai travail, c'est un vrai management. C'est en cela que j'ai beaucoup de respect pour Regragui. Je suis pas en train de lui cirer le pompeur, mais il faut reconnaître qu'il fait un gros boulot. C'est un mec qui reste lucide. Qui reste lucide sur la tâche qui lui incombe. Il sait que entraîner un pays comme le Maroc, quand tu es marocain, c'est pas évident, il le sait. En plus, quand tu réalises une performance comme celle du Qatar 2022, on t'attend dans la continuité. Mais il reste lucide, il fait de bons choix. Quitte, peut-être transition toute faite, quitte à mettre Romain Saïs et Hakim Ziyech sur le banc, il faut le faire. Après, c'est la dynamique de groupe qui compte. Ouais, mais alors, quand tu dis là, mouiller justement la tunique et ce truc sur cette ferveur sur le terrain, est-ce qu'elle n'est pas plus prononcée en Afrique ? Parce que le tournoi quand même africain, c'est un tournoi qui fait peur à plein de clubs européens qui hésitent à lâcher leurs joueurs parce que typiquement, une Coupe d'Afrique, elle s'organise pendant la saison en Europe. Juste après le mercato hivernal. Ouais. Et est-ce que quand tu joues en Afrique ou pour un pays africain, il n'y a pas un truc en plus ? Bien sûr qu'il y a un truc en plus, tu le sais. Tu étais à Cannes, il y a un truc en plus. Je ne dis pas que la ferveur n'existe pas en Europe, mais quand tu joues pour un pays africain, il y a toute cette dimension festive qui accompagne le football africain. C'est pas une tare, hein. Je pense que c'est une qualité. C'est un engagement très physique, la Coupe d'Afrique. Physique. Oui, c'est physique. Il y a beaucoup les blessures, c'est pas de la rigolade quand tu te manges. Après, c'est pas seulement une erreur au football africain. Moi, je pense que pour revenir un peu à ce que tu disais, bien sûr, il y a cette fierté parce que même quand tu prends en termes de droits télé ou en termes de dividendes pour les vainqueurs, c'est pas grand chose comparé à ce qu'on touche par exemple les droits télé dans une Coupe du Monde ou dans une Coupe d'Europe ou même dans la Ligue des Champions, tu vois. Mais tu sens effectivement que dans le football africain, il y a cette notion de fierté effectivement qui drive les joueurs, tu vois. Il y a toute cette ferveur qui est autour et donc ça donne effectivement cette particularité au football africain. Ouais, je le ressens aussi. Est-ce que c'est un tournoi qui est très suivi par le foot européen, sud-américain et les autres fédérations, dans le sens où, surtout depuis l'effet là maintenant en Coupe du Monde, Maroc, carré finale de la Coupe du Monde, cette Coupe d'Afrique en Afrique, la première Coupe d'Afrique qui va être organisée
dans un pays desservi par pas que des compagnies nationales aériennes, mais aussi plein de compagnies low cost, ça va pas coûter un bras à la diaspora de venir voir les matchs. tac, et ça va aussi encourager des non-africains à venir passer un pur moment de foot Bien sûr. sans que ça leur coûte un bras Oui, bien sûr. au niveau des vols. C'est vrai, bien sûr, il y a cette vraie dimension économique. Ça aussi, c'est dû aussi au fait que le Maroc a joué aussi d'une position stratégique, aussi en termes de, comme je disais tout à l'heure, en termes de vol aérien. Mais oui, je pense que tout cela, ça concourt à créer les conditions pour qu'on ait une belle fête. Il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est génial. Et après, je vois aussi au niveau de l'organisation, on en discutait, on en a parlé en off, etc. Il y avait quelques polémiques sur l'organisation de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, des polémiques sur des équipes qui partageaient le même hôtel. Le même hôtel, ouais, c'est ça. Il s'avère qu'à Yamoussoukro, j'étais dans un hôtel où il y avait 2 équipes. Il n'y avait pas, non, c'est juste qu'ils ont coupé le truc en 2 pour qu'il n'y ait pas d'interaction, mais que ça ne se plaignait pas. C'était l'hôtel président, c'est ça? L'hôtel président, exactement, à Yamoussoukro. L'hôtel président est assez grand quand même. Ouais, j'étais là-bas pendant 15 jours. C'est comme si tu dis, par exemple, ici, tu envoies par exemple 2 équipes au Hilton ou bien au Four Seasons. Il y a de la place. C'est génial, mais pour cette Coupe d'Afrique, je pense qu'il ne parlait pas que de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a eu dans l'historique et après, moi, je ne suis pas un grand aficionado du foot africain. Non, si je connais la question avec l'histoire de Cité Cannes, ils n'étaient pas très d'accord pour le fait, par exemple, là encore, ça encore, c'est un sujet aussi que parfois, même en tant que journaliste, j'essaie vraiment d'essayer de percer le mystère, mais je ne comprends pas. On ne peut pas demander, c'est une parenthèse rapide, on ne peut pas demander à des pays qui organisent une Coupe d'Afrique pour pouvoir gérer la capacité des visiteurs qui arrivent de faire des cités Cannes. Les cités Cannes, c'est un peu comme des campus. Voilà, on fait des cités Cannes pour essayer de pallier aux problèmes, par exemple, de lits. On ne peut pas demander à des pays de faire des cités Cannes. La CAF, la Confédération africaine de football, valide. Et finalement, les équipes, quand la compétition arrive, ah non, on ne veut pas de cité Cannes. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouve quand même assez ambigu. Voilà, c'est ambigu, ouais. Mais pour les Jeux Olympiques, par contre, tout le monde est dans le village olympique, sur des trucs, mais la vie continue. La vie continue, tu vois. Donc, parfois, ça aussi, c'est l'une des étapes qu'on devrait aussi soigner en Afrique. On a tendance parfois à faire un peu de caprice. Je trouve que non, si la CAF valide un projet, je pense que c'est avec l'assentiment des fédérations. Donc, quand on fait une cité Cannes, on crée les communautés. Et moi, la cité Cannes, je l'ai visitée. J'ai eu le temps d'être en immersion, de voir. Il y avait de vraies communautés. Toutes les communautés y étaient. Les stades d'entraînement étaient à 2 pas. Les stades même de compétition n'étaient pas loin. Toutes les communautés y étaient. Sécuritaires, en termes de plateforme technique, tout y était. Mais voilà, au dernier moment, les équipes disent « Ah non, nous on veut rester à l'hôtel, on ne veut pas partager ». Justement, ce qui donne aussi l'avantage aussi au Maroc, par rapport à la compétition qui arrive, de permettre aux équipes d'avoir les QG de façon pour pouvoir en jouir pleinement. C'est génial, mais en plus, là, toutes les équipes déjà seront hébergées dans des hôtels 5 étoiles. 5 étoiles, voilà, de façon séparée. Et je vois comment l'infrastructure, elle s'est développée. Limite, si j'ai pas envie de le dire péjorativement, mais je suis content qu'on n'ait pas accueilli l'ancienne Coupe d'Afrique et de l'avoir accueillie aujourd'hui parce que là, en 8 ans, je vois l'évolution année par année, l'infrastructure, comment ça se développe. Beaucoup, ça évolue. Mais aussi, pour clore sur ce sujet, pour avoir été en Côte d'Ivoire, les transits pour aller au stade, l'accueil, la sécurité, les escortes, limite, c'était a little bit too much. mais c'était génial. Et ça s'est bien passé, globalement, l'organisation était bien. Même nous, au niveau des journalistes, on a été bichonnés, on a été bien pris en compte. C'est vrai que moi, je mettrais un petit bémol par rapport au transport, parce que ça vraiment, il faut le dire. Peut-être que, par le biais, effectivement, de ton podcast, je pense qu'en termes de navettes, entre le QG de presse et les stades, pour ce qui est d'Abidjan, je parle d'Abidjan parce que moi, j'étais vraiment basé à Abidjan. C'est vrai que j'étais après au centre de pays, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment au niveau des transports qu'il y avait peut-être un petit bémol. Mais à part ça, je pense qu'on a vraiment été bichonnés. Et l'organisation, globalement, tout le monde a reconnu effectivement que l'organisation était l'une des meilleures de ces dernières années. Voilà. Ouais, moi, j'ai pas beaucoup remarqué ça. Moi, vu que j'ai bossé pour le sponsor principal, j'avais les top VIP. Je suis tout en voiture, chauffeur, escorte police. T'étais bichonné. J'accompagnais mes tops. Bon, bichonné, mais je bichonnais les invités qui étaient à ma charge. Mais après aussi, il y a eu des matchs, tu es en stade dans le carré VIP. La plupart du temps, tu as ton dos au match et tu fais... C'est à propos de tes invités, sûr, ce qui se passe sur le terrain. Tu bosses en même temps, donc voilà. Donc, au niveau de cet orga-là, en tout cas, rien non, elle à était dire. bien, elle était vraiment bien, honnêtement. L'Afrique, c'est chic. L'Afrique, c'est plein de talent. L'Afrique est le ballon d'or.
السلام عليكم. دابا هاد النويطه هادي غير باش راه ديما تنساو حنايا تنحبوا لي ميديا، اون في سا افيك كور اوتو برودكسيون افيك نو بروبر مويان باش نوصلوا شي حاجه اللي تنحبوا ليا لا كرياسيون دو كونتوني مع دي جون مريقلين مغاربه ولا اللي داروا شي حوايج مريقلين في المغرب. دونك عافاك الا ما تابونيفو ديبيشيفو ابونيفو لايكي كومونتي باش تخلق شويه تاع الانتراكسيون اللعيبات. علاش؟ باسكو في تو سا افيك نو بروبر مويان، لو في بور لامور تاع هاد لو ميديا، بور لامور ديال المغرب اي بور لامور de pouvoir faire des choses dans des décors اللي يكونوا واعرين ونطلعوا البرودكسيون لواحد نيفو اخر هربان وتعاونوا مع الفريق. ابونيفو سي فو بلاي ديبيشيفو على العار. Bon, Ziyech n'a pas eu ce ballon d'or. T'es sûr que c'est pas le Marocain qui parle là? Pourquoi j'ai dit Ziyech? Hakimi. Hakimi, ouais. Je voulais parler de Ziyech tout à l'heure. Ouais. On en parle si tu veux. Ouais. Rapidos, Ziyech. Ziyech limite déchu de son temps en Angleterre avec son club. Chelsea. Mais il passe une petite traversée du désert moral, on va dire. Tac, il revient à l'équipe nationale dans toute sa splendeur. Après, on sent qu'il est en dents de scie. Mais est-ce qu'on a chopé Ziyech peut-être à la fin de sa carrière et qu'il est en train de faire ses derniers ricochets? Ziyech aussi, je pense qu'il fait partie aussi, on dira, de ces Marocains, de ces Africains, pour ne pas dire ces joueurs africains qui choisissent très souvent les sélections africaines par défaut. J'évoquais par exemple tout à l'heure les binationaux. Est-ce que vous êtes sûr que Lamine Yamal, s'il n'avait pas ce rayonnement, il aurait joué pour l'Espagne? Non, il aurait opté pour le Maroc. Mais tu as la réponse. Ouais. Ben, Brahim Diaz, pareil. C'est parce qu'à un moment donné, il voit du côté de la Rora, il voit que voilà, il peut pas prétendre jouer en équipe A. Tu vois, donc il choisit le Maroc par défaut. Donc les binationaux, moi c'est une question vraiment qui me tient à cœur parce que là, je pense qu'on est en train de s'égarer dans le sujet. Les binationaux, pour moi, très souvent, choisissent des nationalités sportives. Au moins, à un moment donné, le mec, il est né à Nantes, il est né à Paris, il est né à Monaco, ok, il est né à Bruxelles. Il fait d'abord le choix de sa sélection du pays là où il est né. Mais quand il n'a plus l'opportunité de porter les couleurs de son pays parce qu'il estime que la Belgique, la Croatie, la France, l'Italie ou l'Angleterre lui donnent plus d'opportunités en termes d'exposition. Tu comprends? Donc, voilà. Donc, Ziyech, je ne crois pas que le Maroc ait peut-être eu tort de le choper en fin de carrière. Je pense qu'il a juste eu une éclosion un peu tardive parce qu'il réalise une très bonne saison avec l'Ajax d'Amsterdam, avec la fameuse génération Frankie de Jong, De Ligt et autres. Il fait une belle saison. Après, l'année qui vient, ben, tous ils sont en éclosion, ils partent dans les grands clubs. Et je pense que c'est là, peut-être que Ziyech, le fait de signer à Chelsea, je pense qu'après les performances n'ont pas suivi. Peut-être parce que voilà, il n'était peut-être plus trop focus peut-être sur le foot, mais peut-être voilà, il se disait aussi voilà, je suis arrivé à Chelsea. En termes d'ambition, peut-être Chelsea c'est déjà le Graal, c'est déjà le top. Donc voilà, parce que même quand tu prends ses prestations à Chelsea, c'était pas réluisant. Même quand il part à Galatasaray, où personnellement j'espère effectivement qu'il regagne vraiment du poids de la bête. Parce que là encore, il a des prestations dans des scies, et puis tu vois que voilà, tu ne sens pas un garçon impliqué. Moi j'ai l'impression quand je le vois jouer Ziyech, j'ai l'impression que voilà, le foot. En fait, il se dit, voilà, on a tout accompli, quoi. Le reste, voilà, c'est que bonus. Je ne sens pas un mec qui a faim, en fait. Ouais, il a plus faim. Ou bien, mais c'est sympa que tu dises là ce parallèle entre justement Chelsea et Galatasaray, parce qu'au niveau effectif, Chelsea, il est en train de jeûner avec les aigles et Galatasaray, il picore avec les poules. Tu vois? C'est ça. Donc, il y a un gros fossé. Galatasaray, bon, c'est un club que je respecte, mais Chelsea, Galatasaray, voilà, il n'y a pas photo. Est-ce que l'ego, il joue un rôle dans ça? Parce que pour nous, c'est facile de loin. Juste, on lit les grands titres, on regarde les matchs, on se dit, ouais, c'est son ego, c'est son caractère et tout. Le caractère, il joue vraiment dans ces hautes sphères. Parce que quand tu arrêtes un certain seuil de professionnalisme dans l'exercice de ton sport, pour moi, ça y est, tu deviens une machine. Non, après, je persiste à croire que quand on fait un métier comme sur le football, les métiers d'abord même où on est exposé, il te faut quand même une forte dose de personnalité, quand même. Je pense que oui, donc l'ego... On a besoin d'ego, du bon ego. Hein. On a besoin du bon ego quand on fait une carrière professionnelle. Donc oui, je pense que c'est bon d'avoir de l'ego. Après, pour le cas typique de Ziyech, comme je dis, moi, quand je le vois jouer, je vois un mec qui n'a plus faim. Et ça, je le dis depuis Chelsea. Parce que pour moi, je trouve quand même assez incongru que tu fasses une belle saison à l'Ajax. Okay, moi, je suis très dur avec lui parce que par rapport au talent qu'il a, par rapport à la qualité qu'il a, je pense qu'il devrait faire plus. Tu as l'impression, quand tu le vois jouer, de voir un mec qui est toujours à 50%. Ouais. Voilà. Il a, pour moi, même les prestations qu'il donne à la Coupe du Monde Qatar, où on voit effectivement qu'il est vraiment impliqué, on voit vraiment qu'il il est vraiment dans le projet. Tu vois Ziyech parfois qui revient jouer latéral gauche.
Voilà, tu sens vraiment la part de Regragui, quoi. Tu sens qu'il est impliqué. Donc, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on voit une continuité quand il est au partage à Chelsea. Mais à Chelsea, tu vois le mec qui met le frein en main. Même quand, parfois, on lui donnait la chance de jouer, voilà, il n'était pas toujours, voilà. Il a beaucoup été bichonné parce que moi-même, avant le Qatar, quand on l'avait pris dans la sélection pour jouer, c'était en Coupe d'Afrique, quand il a loupé le penalty, tu vois, il est rentré et on le rentre. Il est encore un petit peu timide, il reprend un petit peu ses marques avec l'équipe, il loupe ce penalty, on est disqualifié, etc. Et Après, l'opinion penalty, ça publique, arrive, hein, c'est une action. ça arrive. Une action de Mais jeu. l'opinion publique a été super clémente, je trouve. Ouais. Et les Marocains ont été quand même cool avec si, lui, ils ont été cool gentils. avec lui, On si. lui a beaucoup pardonné de Bien choses. sûr, bien sûr. Donc la moindre des choses, c'est que, mec, donne-toi à fond et Donc, allez, à fond. porte-toi Donc, ce... mais après, il ne peut pas se donner à fond s'il a des prestations en dons de scie en club. C'est ça le truc. Parce que même quand, aujourd'hui, je pense qu'on l'évoquait en off, le fossé est vraiment en train de se refermer entre le football européen et le football africain. C'est vrai qu'il y a cette dimension athlétique qu'il ne faut pas dénier à notre football. C'est vrai. Mais même d'un point de vue tactique, aujourd'hui, à la CAN, on a eu l'occasion de voir. Tu vois des joueurs qui jouent bloc bas, bloc médian, qui essaient de bien ressortir le ballon, qui jouent intelligemment, oui. Donc, tu ne peux pas être à Chelsea et avoir de pieds de prestation et puis croire que quand tu reviens avec la sélection marocaine, ça va rouler tout seul. Ça va rouler tout seul, peut-être contre les sélections qui sont moins bien classées, peut-être comme la Tanzanie, peut-être comme le Lesotho. Mais après, quand la compétition va monter d'un cran, on verra tes limites. Et donc, je pense que Ziyech, pour moi, c'est un joueur qui... Tu as l'impression, voilà, j'ai tout accompli. Moi, je le vois toujours un mec qui joue le frein en main. Quoi. C'est toujours cette impression qu'il me donne. Je ne vois pas un mec qui a fait. C'est vrai que sur le mondial qatari, tu vois un Ziyech qui est impliqué. Ouais. Voilà, il a parfois un rôle très ingrat. Voilà, jouer bloc bas, revenir en tête, jouer piston sur le côté, même si il aime avoir quand même cette liberté d'expression, d'inspiration, parfois sur le terrain, tu vois. Mais là, il était vraiment dans son rôle. Regragui lui demandait vraiment de resserrer son côté. Il était vraiment dans le projet. Mais après, ses prestations ont commencé à décliner simplement parce que moi, j'ai eu l'impression de voir un mec qui n'avait pas faim, quoi. Il n'a pas faim et en étant retiré, ça laisse plus de place à un Hakimi qui est en constante évolution. Qui est en évolution, qui est en train d'éclore. Qui est en train de prendre réellement ses places, qui fait un excellent capitaine, je pense. Après Romain Seyss, lui, il a joué un rôle, mais maintenant, je pense qu'il y a une passation qui est en train de se faire. Une passation de rôle et de génération aussi. Ouais. Mais un Hakimi qu'on attendait pour gagner un ballon d'or, mais ce ballon d'or qui a été attribué à Ademola Lookman, bon, il est dans le calcio, il joue pour Atalanta, il finalise de la Coupe d'Afrique. Tu as les performances personnelles, mais je pense qu'un ballon d'or, c'est aussi un palmarès. Et c'est peut-être ce qui manque à Hakimi, peut-être. Oui, je pense que c'est ce qui manque à Hakimi, parce que déjà, le fait d'être en sélection marocaine, déjà, ça lui donne une certaine exposition, c'est vrai. Mais en club, avec le Paris Saint-Germain, tu vois que ces dernières années n'ont pas été toujours reluisantes. Quand tu vois les performances du PSG en Ligue des Champions, parfois toujours échoué au dernier carré. Oui, donc oui, pour répondre à ta question, oui, ça compte. Il faut gagner des titres. Lookman Ademola, il sort d'une grosse saison avec l'Atalanta Bergame, où il fait partie vraiment des artisans, effectivement, de cette équipe Bergame, qui arrive jusqu'en finale de l'Europa League et qui la remporte de façon brillante. Et Lookman Ademola qui signe un triplé en finale de Coupe d'Europe. Tu vois que là, je pense qu'en termes d'exposition, il n'y a pas meilleur. Tu vois. Et ensuite, le mec qui fait finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, il est aussi l'un des artisans de l'équipe de Pesero, le Portugais de l'équipe du Nigeria. Donc oui, je pense qu'il y a c'est des titres, effectivement, qui ont eu une réelle plus-value dans le choix, effectivement, de la CAF de lui décerner ce prix-là. Ouais, ben, c'est génial. Mais en tout cas, tu sais quoi, tout ça, c'est de bon augure. Et je suis heureux qu'on puisse vivre ça de notre vivant, parce qu'on sent vraiment un renouveau, en fait, où je sais pas, où on est juste au bon endroit, au bon moment pour vivre, pour vivre une ivresse footballistique africaine. Et le meilleur reste à venir, j'en suis sûr. Donc déjà, moi, je suis ravi et honoré que tu puisses répondre à plusieurs de mes questions hors caméra, mais maintenant aussi devant les caméras. C'est un plaisir aussi. J'aimerais bien qu'on se revoie, qu'on parle un peu plus football africain. Le football africain, il est passionnant, il est joli à voir, super ambiance. Et cette Coupe d'Afrique là qui arrive au Maroc, ça va être une belle fête du football. On a vraiment hâte d'y être. Il y aura du contenu, il y a beaucoup de contenu à produire. Et là, vraiment, moi, je suis très impatient. On va célébrer le monde au Maroc pour cette Coupe d'Afrique.
en prélude de la Coupe du Monde. Ouais, mais on va accueillir le monde. L'Afrique va accueillir le monde au Maroc. Et en plus, à Marrakech, on a un groupe. Hein. Ouais. Il y a le Gabon, il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire qui est à Marrakech. Exact, ça va être Ouais, génial. t'imagines. Ça sera chaud, hein, ça augure de bonnes choses en tout cas. Génial. Et bien, au plaisir d'en parler plus amplement. Je te remercie pour ton temps et tes merveilleuses Merci, Nabil, lumières. c'est moi qui te dis merci. Et mais tu sais quoi? Non, tu sais quoi? L'épisode, il n'est pas encore terminé. On va prendre 2 minutes. Tu es un artiste chanteur que j'admire. Et sur scène, quand tu montes et tu prends le micro, mec, tu exploses tout. J'essaye. Fais-moi un petit acapella, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, si, parce que c'est aussi le Eric que je connais, moi. Moi, je sais pas, un petit maître Gims ou un truc. Non, pas S'il Gims. te plaît, s'il te plaît. Est-ce que tu veux alors? Non, mais là, S'il te plaît. tu me poses- en fait, attends, non, t'inquiète pas. Le truc, c'est que j'ai ce souci, en fait, très souvent de switcher, en fait. C'est-à-dire que là, quand je suis dans ma casquette, de journaliste ou de chroniqueur, je sais vraiment de rester chroniqueur. Mais là, quand tu me demandes de switcher, moi, j'ai un peu cette timidité quand je suis pas sur scène. C'est vrai que c'est paradoxal. Hein. C'est vrai. Mais moi, j'ai vraiment du mal. C'est ça, je te le dis. Je fais vraiment, c'est vraiment une révélation que je te fais là. Vraiment, c'est une exclusivité pour toi. J'ai vraiment du mal, et ça, mon épouse vraiment pourra en témoigner, j'ai du mal quand on me demande de chanter en acapella devant les gens. C'est bizarre. Ouais. Mais je peux chanter devant 10 000 personnes, 5 000 personnes, je peux le faire. Mais quand on me demande très souvent de faire un acapella, c'est bizarre, mais ma nature timide ressurgit. C'est bizarre, mais je suis comme ça. Et donc là, c'est vraiment pas du bluff, pas que je ne veux pas le faire, mais je suis vraiment timide quand on me demande de faire des acapellas. C'est bizarre, mais je me rappelle encore quand je commençais à la chorale en 95 et en 96, tu vois. C'est un peu ça. Et non, mais je t'ai mis un petit peu au pied du mur, mais je le respecte et je le comprends. Mais au plaisir de faire une autre entrevue. On va faire un peu de pub. Faut qu'ils viennent voir le Caisse Expérience sur scène et ils verront plus que la capella. Et ils vont voir Cache Experience et Inch'Allah, quand on fera un autre épisode ensemble, en début d'épisode, peut-être qu'on aura quelqu'un qui va jouer de la guitare derrière les caméras Tu vas la et jouer. on chantera toi et moi. Si tu veux, Parce California que, Love. Oui, on sera un California California Love. Love, si tu veux, ouais. Allez. Et après, on continuera notre... Ça marche si tu veux. On fait son teaser. Tu es Ok, génial. Ça marche. Merci beaucoup, mon frère. Merci Nabil, c'est moi qui te C'était un remercie. Merci. plaisir. Merci à toi. Donc voilà, Nabil Hamdaoui, a.k.a. Skilly, à votre service pour un échange podcast épisode passionnant. Abonnez-vous, dépêchez-vous, réveillez-vous. Ne vous abonnez pas, je sais pas, mais on n'arrête pas de me harceler pour vous le dire. Mais la vérité, ce serait cool si vous vous abonnez sur YouTube à la chaîne Nota Bene ou Binek. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Inch'Allah, bihawlillah, Jima Koukab. Peace! We good! Merci, C'est Nabil. génial. Ben, merci. Ah, ben merci à toi, frérot. Merci à toi. Ah, là, mon frère, vraiment.